L'info du jour, c'est donc cet auteur présumé du meurtre d'un fidèle musulman dans une mosquée du Gard qui s'est donc rendu à la police italienne après 2 jours et demi de cavale. On va en parler dans un instant avec tous mes invités présents autour de cette table. Pauline Revenat, bonjour, chef du service police-justice de BFM TV. Joseph Agostini, bonjour. Psychologue clinicien, psychanalyste. Guillaume Tabar, bonsoir. Éditorialiste politique au Figaro. Et puis, monsieur Chemseddine Hafiz, bonsoir, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'être avec nous. D'abord, on va prendre justement la direction de l'Italie et plus particulièrement de Pistoia, où se trouve Hugo Smag, notre envoyé spécial avec Jean Desrousseaux présent sur place. Bonsoir Hugo, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les derniers jours justement de cette cavale de ce suspect ? Eh bien, nous avons rencontré son avocat italien. Effectivement, il nous a expliqué qu'il était arrivé en Italie par le train. Il est venu à Pistoia, a priori, samedi soir. Il est venu à Pistoia, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Florence, parce que c'est ici qu'une de ses tantes habite. Il est arrivé donc samedi soir et le dimanche matin, eh bien, me disait-il, c'est sa tante qui lui a posé des questions, qui lui a demandé pourquoi il était venu. Elle n'était pas au courant du fait qu'il était recherché en France. Il lui a alors avoué avoir commis un meurtre en France et c'est là qu'elle l'a enjoint à venir se rendre à la police italienne ici au commissariat central de Pistoia. Et donc hier, vers 22 h, accompagné d'un avocat que la famille connaissait, ils se sont rendus ici dans ce commissariat. Cet avocat, on lui a parlé, il nous a expliqué que c'était un homme très silencieux, qui avait l'air confus, qui ne se rendait pas forcément compte de ce qu'il avait commis en France. Désormais, il y a plusieurs étapes encore pour lui. Il devrait être présenté à une cour de justice dans les prochains jours à Florence, qui va lui demander s'il est d'accord pour retourner en France. D'après son avocat, a priori, il ne va pas s'y opposer. Il rentrera à ce moment-là en France, rapatrié, et il sera présenté à un juge d'instruction qui a été désigné sur cette affaire ce matin. Merci beaucoup Hugo Smag avec Jean Desrousseaux depuis Pistoia en Italie. Alors justement Pauline, on entendait à un instant, visiblement le suspect ne va pas s'opposer à son retour en France. Concrètement, ça veut dire qu'il est de retour en France dans combien de temps ? Il est de retour en France dans quelques jours ou quelques semaines. Il y a une audience qui va avoir lieu en Italie. Là, il va donner sa position de principe. A priori, il ne veut pas s'opposer. Il va rentrer donc via les accords. Il va être remis aux autorités françaises et il va aller directement dans le bureau du juge d'instruction. Le juge d'instruction, on va avoir un interrogatoire de première comparution et une très probable mise en examen. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel état il va se présenter devant ce juge d'instruction français et s'il sera en état psychologique, psychiatrique de pouvoir comparaître. Et dans le cas échéant, s'il n'est pas en état, eh bien alors il y a un collège d'experts de toute façon qui vont l'expertiser pour savoir si il est accessible à une sanction pénale et s'il peut aller en détention provisoire. Oui, parce que quand il arrive, comment ça se passe ? Il y a plusieurs psychologues qui l'examinent. À ce moment-là, avec le procureur, comment ça se passe ? Oui, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on va d'abord étudier... On va d'abord le mettre en examen. D'abord le mettre en examen, effectivement, voilà. d'une part. Et puis ensuite, c'est évidemment le discernement qui va être étudié. Savoir si au moment des faits, eh bien, il était sous l'emprise d'un délire, qu'il soit d'ailleurs paranoïaque ou schizophrène. Ça, c'est encore... Mais en tout cas, un état psychotique. Ou bien si c'est vraiment... de son fait qu'il a attenté au jour de sa victime. Alors on voit justement les détails sur ce profil d'Olivier A, auteur présumé, 20 ans, Pauline, nationalité française d'origine bosnienne, inconnu jusqu'alors des services de police et de justice. Les premiers éléments après le fait qu'il soit rendu à la police italienne, est-ce qu'on a appris des choses supplémentaires ou pas sur son profil ? Alors on apprend qu'il est arrivé en Italie sans carte d'identité, sans couteau. Donc il n'y a pas l'arme du crime et sans téléphone portable. Qu'ensuite il rentre en contact avec les membres de sa famille qui réussissent à le raisonner et à le ramener devant ce commissariat central là où il s'est rendu. On apprend aussi via son avocat qu'il dit ne pas avoir agi par racisme ou en raison de la religion, alors que le parquet lui a ouvert une enquête, une information judiciaire. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui dit qu'il a tué la première personne sur laquelle il est tombé. Alors il va falloir un petit peu plus nous expliquer, parce que d'abord c'est dans une mosquée, c'est un lieu qui n'est pas neutre, si je puis dire. Et puis il y a cette vidéo abominable que moi j'ai pu visionner et que je vous conseille pas du tout de visionner, mais dans laquelle il insulte la personne, il insulte Allah, Dieu. Exactement, Dieu. Et donc ça c'est intéressant et c'est retenu par l'institution judiciaire. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée, est-ce que quand vous avez appris ce matin qu'il s'était rendu à la police italienne, vous avez ressenti une forme de soulagement, parce qu'on a senti l'émotion énorme que ça a provoqué dans la communauté musulmane, et à juste titre? Absolument, soulagement, mais en même temps
beaucoup de réflexions pour la famille. Moi, je pense beaucoup à la famille. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec le frère d'Abou Bakr qui sont en train de vivre un véritable drame. La vidéo dont vous venez de parler, qui a été visionnée, elle a été largement diffusée, donc la famille a pu y avoir accès. Et puis, nous sommes tous atterrés parce ça se déroule dans une mosquée, dans un lieu de culte, au moment où le jeune Abou Bakr va se prosterner. Donc, c'est vraiment un moment, je dirais, religieux très intense pour lui. Et donc, effectivement, la communauté aujourd'hui musulmane, la communauté religieuse musulmane de France est effectivement à la fois atterrée, mais beaucoup en colère aussi. Et je crois qu'il est nécessaire pour la France de pouvoir entendre cette partie de la nation française, parce que depuis très longtemps, il y a de la tristesse, de la colère, et aujourd'hui, il a fallu un drame de ce type pour que nous puissions aujourd'hui en parler ouvertement. C'est vraiment pour la première fois qu'on parle de manière tout à fait libre de cette situation. On a toujours essayé de cacher la haine et les actes anti-musulmans. Pour vous, on l'a caché. Pour vous, on a cherché à la cacher. Ah oui, bien sûr. On a en tout cas cherché en permanence à minimiser. Il y a aujourd'hui 2 poids et 2 mesures, c'est clair. À chaque fois qu'il s'agit d'un musulman, je le dis très calmement, à chaque fois qu'il s'agit d'un musulman, il y a toujours un suspect. Et pour vous, il y a deux... Je vous arrête une seconde, monsieur le recteur. Pour vous, il y a 2 poids, 2 mesures en France. Vous nous dites quoi? C'est-à-dire qu'à vos yeux, un citoyen français de confession musulmane est un citoyen de seconde. Et moins bien traité que les autres, c'est ça que vous dites? Absolument. Je le dis, je le maintiens, c'est peut-être fort, mais en même temps, depuis des années, que l'islam, les musulmans sont devenus, je dirais, le prétexte à tout ce qui se passe en France. Mais à cause des musulmans. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour accuser. Je ne suis pas un procureur de la République. Je suis recteur d'une institution où j'entends tous les vendredis des fidèles qui viennent apeurés. Aujourd'hui encore, si vous voulez, les gens ont peur. Il n'y a aucune protection des lieux de culte musulmans. Le ministre de l'Intérieur, hier soir, a annoncé qu'il renforçait la protection qu'il y ait ce drame. Il a fallu qu'il y ait un jeune de 22 ans qui a été assassiné de la manière la plus crapuleuse. Et quand la personne était en train de lui asséner des coups de couteau avec une force, avec une haine, à ce moment-là, aujourd'hui, on y pense. Je suis à la mosquée de Paris, je reçois entre 15 et 20 000 fidèles tous les vendredis. Vous diriez qu'il y a eu un défaut de protection de la France envers les citoyens français musulmans? Absolument, absolument. Il y a aujourd'hui, et j'espère que cette mort ne sera pas vaine. On est en train actuellement, c'est l'émotion. Mais il faut qu'on fasse des propositions, il faut qu'on regarde l'avenir ensemble. Nous sommes tous des citoyens français. Et je peux vous assurer que les musulmans de France sont à l'évidence de vrais Français. Vous savez, ce jeune Malien, pensons à ses grands-parents, pensons aux 80 000 Maliens qui sont morts pour la France, qui ont construit une partie de la France. Ces Maliens, aujourd'hui, voient que leur petit-fils a été assassiné de la manière la plus terrible. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et j'espère que ça sera pour nous un avenir, il faut qu'Abou Bakr ne soit pas mort pour rien. Moi, c'est l'appel que je fais, je ne cherche à condamner personne. Mais aujourd'hui, je crois que malheureusement, avec un discours extrêmement décomplexé, aujourd'hui... Mais on va se parler franchement, qui tient ce discours décomplexé à vos yeux? Écoutez, certains médias, certains hommes politiques... Qui comme homme politique? Attendez, vous ne m'avez pas invité aujourd'hui pour jouer l'accusateur. Non. Mais je vous dis... Mais vous n'êtes pas quelqu'un qui fait de la langue de bois, et vous connaissez. Vous le savez pertinemment, aujourd'hui... Tous les programmes politiques, vous n'avez pas vu les dernières élections présidentielles, tout tournait autour de l'islam. Nous sommes des personnes qui ne sont pas français. Moi, personnellement, on a toujours, à un moment donné, on s'est posé des questions. Je peux vous donner les articles qui me concernent à moi. Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il n'est pas vraiment français. Il est plutôt algérien. Non. Depuis quand on nous traite de la sorte? On a déjà parlé d'Éric Ciotti comme quoi il était italien. On n'a jamais dit qu'Éric Ciotti était italien ou Strozzi. Vous dites quoi? Les politiques nous mettent une cible dans le dos? Non, oui, pas uniquement les cibles. Les médias aussi ont une part de responsabilité. Je suis désolé, je dois vous le dire, je suis venu pour le dire. Et j'espère. Si on est vigilant, vous avez vu. Et encore une fois, je n'accuse personne. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on travaille ensemble. C'est que les Français... On vous donne la parole justement pour exprimer ça. Absolument, et je vous remercie. Et je crois aujourd'hui que cette mort doit servir à cela, à reconstituer le tissu social. Le tissu social, aujourd'hui, était fracturé totalement. Vous en appelez au président de la République ce soir?
Le président de la République qui a dit aujourd'hui en Conseil des ministres, nous sommes derrière chaque Français. Absolument. Il faut un discours ultra républicain et ne laisser aucune place au communautarisme. Qu'est-ce que vous dites au président de la République? J'ai déjà parlé avec monsieur le président de la République et hier, je me suis entretenu à 2 reprises avec Bruno Retailleau. Je leur ai dit, aujourd'hui, depuis longtemps, les musulmans attendaient que vous puissiez les regarder et les considérer comme des citoyens à part entière. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il est allé trop tard sur place ou pas à vos yeux? Je sais pas, je connais pas son agenda. Il était avec moi à Rome pour les obsèques du pape. Je ne connais pas son agenda. Il a été trop tôt, trop tard. Moi-même, j'étais en Italie. Nous avons eu l'information le vendredi, ok. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, mais je sais que dimanche matin, il a été. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le gardien de la cohésion de la République. Il a fait cet acte républicain. Il est arrivé là-bas, il n'a pas pu aller jusqu'à la mosquée. Moi, je me suis entretenu avec lui, je me suis entretenu avec son directeur de cabinet, je leur ai donné les coordonnées du président de la mosquée qui les attendait. Après, je ne vais pas analyser chaque phénomène. Parce qu'il y avait la marche blanche en même temps, c'est ça, exactement. Et que la maire n'était pas là, oui, la maire de la Absolument. n'était pas là. Donc moi, aujourd'hui, j'espère que M. Retailleau, que ce soit dans sa campagne pour pouvoir être président de LR, qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il prend en considération la parole des musulmans. Les musulmans sont des citoyens à part entière. Nous sommes musulmans, mais avant tout, nous sommes citoyens de la République et nous revendiquons cette qualification de citoyen de la République. Guillaume, si le président de la République lui-même, ce qui n'est pas toujours le cas, prend la parole au début du Conseil des ministres pour revenir entre les lignes sur ce qui s'est passé effectivement ces derniers jours, est-ce que ça veut dire qu'en France, effectivement, il y a un 2 poids 2 mesures et que les citoyens français de confession musulmane sont des citoyens de seconde zone? J'entends très bien ce que dit monsieur le recteur et c'est vrai, vous êtes là un peu comme l'expression de la communauté musulmane en France, des Français musulmans, et il n'y a pas besoin de souhaiter que Bruno Retailleau le dise, il l'a déjà dit, il l'a redit que tout Français musulman est un Français au même titre que les autres, à part entière, qu'il n'y a pas de différentes catégories de Français. C'est vrai pour toutes les communautés religieuses, c'est vrai pour toutes les religions. Moi, je crains que s'il y a un 2 poids 2 mesures, il ne soit pas de ce côté-là. Vous parlez d'un discours qui montrerait du doigt les musulmans, qui les stigmatiserait, etc. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Le regard sur les musulmans de France, l'ensemble des musulmans de France, les 5 ou 6 millions de musulmans français, et un discours politique qui vise à alerter sur les dangers de l'islamisme, qui pointe le lien qu'il peut y avoir entre une immigration mal contrôlée et une forme de délinquance. Ça, ce sont des constats politiques qui ne visent pas personnellement les musulmans. Même si ce débat, on le voit, est au cœur, y compris, vous parliez de la campagne LR. Hier, par exemple, Laurent Wauquiez dit il faut qualifier les frères musulmans d'organisation terroriste. Mais précisément, je pense que c'est protéger l'ensemble des musulmans de France que de pointer la responsabilité de certains. J'imagine que vous-même, vous ne reconnaissez pas les frères musulmans comme étant l'expression des musulmans de France. J'espère que les propos que vous venez de tenir soient aussi clairs également lorsque les hommes politiques parlent. Oui. Malheureusement, c'est toujours de manière ambiguë. Vous savez, j'ai été le premier à dénoncer le terrorisme islamiste. J'ai fait un manifeste contre le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, dans la bouche de certains hommes politiques, dans la bouche de certains médias, je suis un islamiste. On m'a affublé à un moment donné du titre de chef des frères musulmans. Donc, tous ces amalgames font mal à la communauté musulmane. Tous les amalgames. Et j'ai même dit, excusez-moi, monsieur Tabar, j'ai même dit que il ne faut pas prendre et essentialiser les musulmans de France lorsqu'il y a des actes qui sont commis par des gens au nom de l'islam. Vous croyez que ça me fait plaisir lorsque tous les actes terroristes qui ont été commis ces dernières années l'ont été faits au nom d'Allah? C'est bien évidemment qu'on rejette tout cela. Mais si les hommes politiques... Le signaler, c'est pas être anti-musulman que Non, mais quand vous le dites, vous, je l'entends et je l'accepte. Mais reconnaissez quand même que certains hommes politiques ne sont pas... Oui, mais alors, je pense qu'on parle, justement, on parle de la politique. Les Insoumis ont organisé une manifestation. On va y venir. Théoriquement pour dénoncer l'islamophobie. Bon, mais sous couvert d'islamophobie, on exclut un député sous prétexte qu'il représentait le parti sioniste. Monsieur Tabar, d'abord, puisque vous parlez
Jérôme Gage, en l'occurrence, qui a été exclu de... C'est anormal. Ce qui lui est arrivé, moi personnellement, je le dénonce. Ah oui. Et en même temps, j'ai toujours, vous pouvez reprendre mes écrits, j'ai toujours dénoncé l'instrumentalisation de notre communauté. Chacun essaye à un moment donné de s'accaparer. Ah oui. Bien évidemment que je ne souhaite pas aujourd'hui que certains hommes politiques, en faisant mine de défendre l'islamophobie, d'être contre l'islamophobie, de pouvoir aujourd'hui instrumentaliser. Ça veut dire quoi que pour vous, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le meilleur défenseur des musulmans de France? Écoutez, les hommes politiques restent à leur place. Vous savez, moi, vous dites quoi à Jean-Luc Mélenchon ce soir? Moi, je suis venu sur un plateau de télévision lorsque j'entends Éric Zemmour me faire des exégèses sur le Coran, je trouve ça insupportable. Quand Bruno Retailleau en meeting dit « à bas le voile », qu'est-ce que vous dites? Bah écoutez, moi je l'ai dit déjà que le voile ne devait pas exister en France aujourd'hui. Donc vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau là-dessus? Enfin, vous allez me dire que je suis d'accord avec Bruno Retailleau, ça veut dire que je suis... Non, j'ai pas... C'est pas une question d'être... Ce n'est pas question d'être d'accord ou pas, c'est pas le premier qui l'a dit, nous l'avons dit. Nous avons dit qu'aujourd'hui, l'islam est une religion de la connaissance et de l'instruction. Vous savez, en 2004, pardon, lorsqu'il y a eu la loi sur l'interdiction des signes ostensibles, la Grande Mosquée de Paris, mon prédécesseur Dalil Boubaker et moi-même, nous étions montés au créneau pour dire une gamine n'a pas à mettre le foulard, elle est là pour aller à l'école. Et nous le faisons en permanence. En même temps, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Bruno Retailleau, on ne doit pas stigmatiser les femmes qui veulent porter le foulard. Nous sommes dans un pays de liberté. À partir du moment où une femme... du sport, hein, Oui, mais une femme qui ne viole pas la loi, qui est dans un espace public, l'espace public est un lieu de liberté, que la femme puisse le porter comme à l'université, moi je n'y vois aucun inconvénient, je n'ai pas à la juger. Monsieur le recteur, revenons-en une seconde à ce qui s'est passé malheureusement, ce drame dans cette mosquée du Gard. On le disait, l'auteur présumé s'est rendu à la police italienne. On se pose la question effectivement d'un acte islamophobe. On le disait, Pauline, le procureur a ouvert effectivement une information, rappelez-moi pour le terme exact. Aggravé par la préméditation et par la circonstance à raison de la rage ou de la religion. Donc le caractère anti-religieux est retenu. Et pourtant, écoutez, monsieur le recteur, après je vous redonne la parole, ce que dit l'avocat italien de l'auteur présumé de ce meurtre. Il nie justement cet acte, dit-il, anti-musulman. Écoutez. La police l'a questionné à propos de ses motivations, mais il était très confus. Il n'a pas pu confirmer de mobile. Il a dit qu'il avait tué la première personne qu'il avait rencontrée. Il n'a pas dit qu'il recherchait une personne musulmane. Donc je ne sais pas s'il y a une motivation raciste derrière cet acte. Donc il dit que c'est pas, son avocat en tout cas, dit qu'il ne déclare pas que c'est un acte anti-musulman et qu'il a tué la première personne malheureusement qu'il trouvait là. J'ai été avocat pendant 40 ans et je pense qu'il y a un minimum quand même de sincérité à avoir. C'est dans une mosquée. On ne rentre pas dans une mosquée. Il y a aujourd'hui l'infraction d'assassinat. C'est-à-dire l'assassinat, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'actes préparatoires. Il était là, il est resté à attendre sa proie pratiquement. Donc aujourd'hui, en plus, les propos qu'il a tenus, au moment où il a asséné ses coups de couteau, il n'a pas dit « je te déteste » ou quoi. Il a dit des mots sur le Dieu. Donc voilà, c'est quand même extraordinaire. C'est, je dirais, une forme de défense comme une autre. Joseph Agostini, comment, quand il va rentrer en France, les psychologues, les psychiatres vont réussir à peser la revendication peut-être anti-musulmane et comment on fait pour analyser en se disant est-ce que cela relève ou pas d'un cas psychiatrique ou est-ce que ça relève aussi d'une revendication effectivement anti-musulman ou est-ce que ça peut être les deux? Comment font les psychologues dans ces cas-là? Si vous voulez, la cause religieuse est toujours un support à la paranoïa, au narcissisme. En fait, l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre et c'est sous-tendu toujours par une idéologie. C'est-à-dire que voilà, à partir du moment, vous savez, où on se sent très insécure dans sa vie interne, on a tendance à projeter sur les autres, à choisir un bouc émissaire, quel qu'il soit, peu importe qu'il soit juif, musulman ou hindou. Finalement, c'est la haine dont il est question, c'est la haine pure. Reste à déterminer maintenant s'il y avait un discernement, c'est-à-dire effectivement si c'est sous-tendu par un délire total et si effectivement cette personne n'était pas, ne distinguait pas finalement la réalité de l'imaginaire. Mais là, visiblement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il y a véritablement des paroles de haine. Il y a véritablement une intention de donner la mort. Et donc, ça coule de source, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'aliéné à une idéologie de haine. Mais en même temps, lorsqu'il a tué, il avait quand même
déclaré qu'il allait tuer d'autres personnes. Oui, c'est Donc, vrai. moi, personnellement, je pense qu'on aurait peut-être imaginé la piste de l'acte terroriste, parce que ça ne suffit pas aujourd'hui. Et je crois que, en même temps, c'est une des mesures à prendre. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Qu'est-ce que vous nous dites ce soir, monsieur le recteur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens français de confession musulmane se sentent en sécurité en France? D'abord, il faut prendre des mesures de protection, mais moi je crois que ça ne suffit pas à prendre des mesures pour sécuriser les lieux de culte. Mais en même temps, il y a des tas de mesures, notamment en direction de la communauté musulmane. Moi, j'ai vu un rapport qui a été établi par l'Assemblée nationale sur la lutte contre l'islamophobie. Personne n'en a parlé. Pas grand monde. Je ne sais même pas si vous êtes au courant de ce travail qui a été fait par des députés récemment, il y a à peine un mois. Personne n'en a parlé. C'est là où je vous dis que peut-être qu'on ne le sent pas, peut-être que nous, on est beaucoup plus sensibles, mais un rapport sur l'islamophobie, combien d'années, moi personnellement, j'ai demandé à la représentation nationale d'ouvrir un dossier là-dessus. Jamais on m'a répondu. Et ça, c'est quand même... Aujourd'hui, le terme islamophobie est en train encore d'être l'objet de discussion. Moi, j'avais à l'époque, avec la LICRA, j'avais un accord avec la LICRA, on travaillait ensemble, on a organisé une commission de réflexion sur l'étymologie des mots, parce que les mots ont leur place. On verra. On a bloqué sur le terme islamophobie. Merci beaucoup, monsieur le recteur, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir été à mes côtés pour cette info du jour.